Ikuto, un vaurien pas très beau, avait fui sa maison et embarqué sur un navire, espérant une nouvelle vie. Mais ça l'a juste mené à faire naufrage et à échouer sur une île pleine de filles assoiffées qui se disputent dans sa saucisse. Tout commence quand Suzu, une insulaire, part pêcher et finit par attraper notre bon arien Ikuto. Confuse, elle appuie trop de fois sur son bouton de réinitialisation et panique en réalisant qu'elle a juste empiré les choses. Désespérée, Suzu l'attrape soudainement et l'embrasse pour un bouche à bouche, faisant croire à Akuto qu'il est arrivé au paradis. Mais quand Suzu en a trop fait, elle décide de le traîner chez sa grand-mère pour de l'aide. Plus tard, une foule de femmes se rassemble pour voir la grand-mère de Suzu la gronder pour avoir failli tuer Akuto avec sa mauvaise haleine. Mais quand Suzu lui demande pourquoi la poitrine d'Akuto est plate comme son derrière, grand-mère révèle que c'est parce que Akuto est un homme. Là-dessus, toutes les femmes perdent la tête, car aucune d'entre elles n'a jamais vu d'homme. Plus tard, quand Akuto se réveille, il est soulagé, pensant être encore au Japon, jusqu'à ce que les filles révèlent qu'elles n'ont aucune idée de l'emplacement de l'île. Grand-mère explique alors que, bien que japonaises aussi, elles ont dérivé jusqu'à l'île il y a 130 ans après un naufrage et y sont coincées depuis. En entendant cela, Akuto s'inquiète de rentrer, mais grand-mère lui dit de voir le bon côté des choses tout en vendant subtilement sa petite fille, pour un peu d'action. Plus tard, en chemin vers la maison de Suzu, une fille nommée Ayani les espionne et essaie d'empêcher Suzu d'avoir Akuto pour elle seule. Mais elle tire accidentellement une fléchette sur Akuto et l'assomme froidement. Quand Akuto se réveille, Suzu joue l'infirmière pour lui et il réalise soudain qu'il ferait mieux de prendre des prescriptions de ChatGPT. Suzu lui suggère ensuite de prendre un bain et Akuto se détend enfin en rêvant d'elle, mais n'en croit pas sa chance quand elle le rejoint dans le bain, lui faisant exploser le cerveau par le nez. Soudain, Aonei apparaît aussi dans le bain et montre à Akuto ses piqûres de moustiques sur la poitrine. Mais ensuite, les dames se lancent dans un concours de qui a les meilleurs atouts pour divertir Akuto et finissent par épuiser le pauvre gars. Zut! Quelques instants plus tard, Suzy reprend ses fonctions d'infirmière et réalise que son patient a été remplacé par un leurre. Pendant ce temps, Ayana réveille Akuto de son sommeil de beauté en le traînant dans les rues, juché sur un oiseau en colère. Heureusement pour lui, une autre nana nommée Rin fait trébucher Rayonab qui tombe alors dans une rivière et est emportée. Soulagée, Akuto pense avoir enfin trouvé quelqu'un de normal jusqu'à ce qu'elle essaie de le draguer avec des phrases tirées de vidéos de bar. Akuto réussit à s'échapper, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il est poursuivi par toutes les filles assoiffées de la ville. Quand il s'arrête enfin pour se demander pourquoi il était chassé pour le sport, grand-mère apparaît et lui explique qu'il est le seul homme à être apparu sur l'île depuis des décennies et que tout le monde manque de vitamines. En entendant cela, Eikudo décide qu'il est temps de partir et trouve un bateau pour quitter l'île, mais les filles ne se donnent pas la peine de l'arrêter pendant qu'il vit ses chimères. Soudain, le bateau d'Ikuto se coince dans un tourbillon et il est rejeté sur la plage. Là-dessus, grand-mère explique qu'il est impossible de quitter l'île, ce qui fait qu'Ikuto se souvient de toutes les fois où son père lui a dit qu'il était un échec. Déterminé, Ikuto remonte obstinément sur le bateau. Cependant, il est rejeté à chaque fois jusqu'à ce qu'il pense avoir trouvé un schéma. Il essaie de tester son plan, mais cette fois, son bateau est heurté par une orque le projetant à la mer. Heureusement, avant que l'idiot ne se noie, Suzu le sauve et explique que l'orque le sauvait en fait de devenir de la chair à pâté dans le tourbillon le plus dangereux. Ikuto accepte finalement que son plan d'évasion est sans espoir et Suzu l'accueille dans sa nouvelle maison sur l'île. Plus tard, Suzu explique à Ikuto que l'île était autrefois remplie de suffisamment de manieurs de saucisses pour toutes les filles affamées, mais une vague massive qui n'apparaît qu'une fois par siècle a émergé pour les emporter tous loin de l'île. Akuto pensait que la vague serait son moyen de quitter l'île, mais apprendre qu'elle n'apparaît qu'une fois par siècle ruine tout plan potentiel qu'il avait. La nuit éclate bientôt en une nouvelle ronde de chaos alors qu'Ayani apparaît pour kidnapper Akuto, mais Suzu parvient à repousser la petite peste agaçante. Cependant, les choses vont de mal en pis quand la maison de Suzu est entourée de filles ressemblant à des zombies venus tester son pic vert. Grand-mère explique que le manque d'hommes sur l'île a fait de lui la denrée la plus recherchée de la région. Elle calme ensuite les filles, leur assurant qu'une solution sera trouvée grâce à un tournoi de cache-cache qui aura lieu le lendemain. Le lendemain matin, grand-mère informe Akuto qu'il doit se cacher en tant que marié et que celle qui l'attrapera le revendiquera comme son fournisseur personnel de sucettes. Poussé par la détermination de ne pas vouloir d'Akuto Junior, il accepte le tournoi. Avant le jeu, la grand-mère établit les règles, à savoir que quiconque l'attrapera avant le coucher du soleil sera déclaré vainqueur. Elle avertit également que le jeu doit se dérouler dans la forêt de l'Ouest et qu'en aucun cas Akuto ne doit entrer dans la forêt de l'Est. Au moment où le jeu commence, Akuto s'élance dans la forêt et les filles le poursuivent immédiatement, y compris Suzu. Cependant, Suzu ne le poursuit pas. Elle est dans le jeu pour empêcher les autres filles de l'attraper.
En courant, Suzu rencontre Ayane qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Ayane se prépare à se battre comme d'habitude, mais Suzu utilise son visage comme tremplin pour se rapprocher de la position d'Akuto. Suzu passe en mode ninja complet alors qu'elle se débarrasse rapidement de toutes les filles qui essaient de mettre la main sur Akuto. Akuto continue de courir et croyant être toujours poursuivi par les manieuses de melon, il saute d'une falaise mais parvient à s'accrocher à un autre bord de la falaise. Au moment où il est sur le point de remonter la falaise, il trouve Machi, la sœur d'Ayan, qui attend de réclamer son prix, pas prêt à épouser une famille de princesses psychotiques et traumatisées. Il lâche la falaise et tombe dans la rivière en contrebas. Ikuto finit par tomber d'une cascade, mais avant qu'il ne puisse toucher l'eau, il est emporté par une autre fille chevauchant une dinde à petit budget. Ikuto se réveille après s'être évanoui seulement pour se retrouver suspendu dans les airs. Il hurle à plein poumon, effrayant sa tige d'urgence, et la fille le largue en plein milieu de la forêt de l'Est. Akuto apprend vite pourquoi la forêt de l'Est est interdite quand toutes les espèces végétales de la forêt ont pour mission de faire de lui leur prochain repas. Au moment où il est sur le point de rencontrer ses ancêtres, il est sauvé par Suzu qui tend la main pour le soulever. Akuto est sur le point de prendre sa main quand il se souvient que Suzu fait aussi partie du jeu. Il finit par s'enfuir et la course-poursuite effrénée continue. Alors que le soleil se couche, Akuto puise dans ses instincts de singe pour se cacher dans un arbre, mais rien n'empêche les filles de goûter à son pic vert doré. Au moment où elles sont sur le point de réaliser leur rêve, les filles s'évanouissent à cause de la brume paralysante d'Ayan. Cependant, Ikuto parvient à la piéger dans la rivière en contrebas, survivant ainsi à l'épreuve. Ikuto est sur le point de le féliciter pour sa victoire quand grand-mère apparaît de nulle part, lui disant qu'il a perdu. Akuto exige de savoir comment et grand-mère explique que pendant toute la course, il avait fini par toucher les melons de Suzu sans même s'en rendre compte. Akuto discute encore des résultats quand Suzu lui donne une réponse déchirante, lui disant qu'elle ne le veut évidemment pas parce que sa saucisse est plus petite que son petit doigt. Suzu dit ensuite à Akuto qu'il est libre de choisir qui il veut quand il sera prêt, grand-mère ajoutant qu'il a toute une vie à passer sur l'île oubliée. Le lendemain, Akuto fouille dans son vieux sac à la recherche de quelque chose qui pourrait rendre son nouveau mariage plus doux. Ce faisant, Suzu aperçoit une boîte qu'elle trouve jolie. Ladite boîte s'avère être un téléphone portable, mais comme ils vivent sur une île mystérieuse où le temps est figé, Suzu n'a aucune idée de ce qu'est un téléphone portable. Après le petit déjeuner, Suzu se lève pour aller chercher de l'eau, mais un Akuto trop confiant propose son aide. Il regrette vite sa décision en réalisant qu'il n'a jamais vraiment utilisé ses muscles pour quoi que ce soit auparavant. Son ego fragile prend un coup dur quand il aperçoit une autre fille, Rin, portant sans effort une jarre d'eau de la taille d'un rocher. Désespéré de racheter sa fierté de Sigma, Ikuto essaie de la défier à la course mais s'effondre à quelques mètres, tel un personnage secondaire tombé au combat. La sœur de Rin, Mikoto, les rejoint bientôt et étonnamment, elle est la seule fille de l'île qui ne veut pas s'associer à un perdant fauché et faible comme Akuto. Et c'est parce qu'elle préfère sa sœur plutôt que d'avoir à gérer le stress émotionnel qui vient avec un homme. Après avoir survécu aux mots durs de Mikoto, Akuto et Suzu continuent toutes les tâches qu'ils peuvent faire autour de la maison. À court de sa force virile, Akuto croit qu'il s'est plutôt bien débrouillé, jusqu'à ce que Suzu lui dise que tout ce qu'ils ont fait n'est que des tâches ménagères et qu'il y a des corvées bien plus difficiles. Ikuto se retrouve bientôt à la ferme et essaie de faire le malin. Il leur dit de lui laisser la récolte des pommes de terre. Il attrape nonchalamment la feuille de pomme de terre pour la tirer jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est en train de faire tout autre chose, tandis que les filles le regardent avec déception. Suzu le rejoint finalement pour tirer la pomme de terre, seulement pour qu'il découvre que la pomme de terre rivalisait avec le banga d'une célébrité. Les choses deviennent encore plus étranges quand il réalise que tous les produits de la ferme sont de taille plus et pourraient auditionner pour un défilé de mode. Poursuivant les corvées de la journée, ils arrivent à la ferme aux champignons et Akuto se jette directement dans l'action pour aider. Il essaie d'arracher un des champignons et il devient encore plus sérieux quand Suzu mentionne le mot impossible près de lui. Soudain, la malchance d'Akuto frappe encore et le champignon prend vie en l'avalant. Ne parvenant pas à digérer Akuto parce qu'il a plus le goût de poison que de nourriture, le champignon recrache sa version manga avant de se dessécher. Suzu lui dit alors qu'il y a des monstres cachés parmi les champignons mais qu'ils meurent après avoir mangé un humain. Cependant, différencier les vrais champignons des faux est quelque chose qu'aucun des insulaires n'a réussi à faire. Suzu lui suggère de faire confiance à son instinct et Akuto plonge directement dans le champignon pour montrer qu'il est cool. Cependant, il se fait manger par chaque champignon qu'il pense être le vrai. Une des filles déclenche ses problèmes paternels quand elle mentionne qu'Akuto réussir la mission est impossible. Cela envoie Akuto directement en mode Terminator alors qu'il fonce vers les champignons, et après une bataille acharnée, Aikudo finit par vaincre tous les faux champignons avant même de s'en rendre compte.
Les filles saluent son éthique de travail, disant qu'il a enfin servi à quelque chose, mais cela ne fait que lui rendre les choses plus difficiles. Et il marche dans les bois pour bouder comme un personnage secondaire raté. Il est sur le point de tomber en pleine dépression quand Rin apparaît sur les lieux pour le guérir, plaçant sa main sur ses melons bien ronds, ce qui lui donne en retour un saignement de nez. Mikuto apprécie tellement cela jusqu'à ce qu'une autre fille, Yukino, apparaisse pour gâcher le moment parfait pour lui. Plus tard ce jour-là, Suzu lui remonte le moral en lui disant qu'elle apprécie sa compagnie parce que cela lui donne l'impression d'avoir une famille. Hakuto pousse un soupir de soulagement en entendant cela car quelque chose de bien lui est enfin arrivé avant la fin de la journée. Ensuite, Ayan s'assied pour déguster un bol de gâteau de riz et c'est après avoir fini tout le bol qu'elle trouve une note bien placée, ne pas manger, de sa sœur, la laissant totalement paniquer. Pendant ce temps, Suzu et Nikudo sont en mission de livraison de radis au sanctuaire du dragon marin qui est haut au-dessus du village. Peu de temps après, Machi apparaît comme un menu de jeu promettant à la gloutonne Suzu 20 gâteaux de riz si elle peut l'aider à retrouver sa sœur en fuite. Suzu accepte l'accord et se met à tendre un piège dans les bois avant de sauter sur un rocher pour annoncer à voix haute qu'Ayane est la reine des poitrines plates. Étonnamment, Ayane apparaît de nulle part pour défendre ses petits melons, mais réalise vite que Suzu a mis sa sœur à la chasse. Au moment où Suzu est sur le point de la capturer, Aya active son affreux lit pour animaux de compagnie pour l'emmener loin de là, tout en s'assurant qu'Akuto les accompagne pour le voyage involontaire. Les deux traversent les bois quand Suzu les intercepte soudainement. Et réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire à Suzu quand elle est déterminée, Eyani passe un accord avec Suzu. Elle l'exhorte à trouver le point faible de sa sœur en échange de 30 gâteaux de riz. Sans y penser à deux fois, Suzu vend le peu d'intégrité qui lui reste pour l'accord. Suzu s'en va en trombe pour accomplir sa mission et en même temps, Eyani se dirige vers le village pour s'aider elle-même en recueillant des informations sur la faiblesse de sa sœur. Après de longues et fatigantes heures à essayer de trouver la faiblesse de sa sœur, Eyani ne parvient pas à trouver quelque chose qui pourrait l'aider à affronter sa sœur de front. Elle est sur le point d'abandonner quand Suzu apparaît, disant qu'elle connaît Mashu's secret. Elle finit par débiter des absurdités et, à l'insu d'Ayanae, Mashu est déjà derrière elle. Frustrée par ses récents échecs, Ayanae hurle, traitant Mashu de vieille célibataire qui aurait plus de chances d'être nonne que de finir dans un mariage aimant. Hachi entend cela et tout son monde s'écroule. Suzu attire ensuite l'attention d'Ayan sur le fait que Machi est derrière elle, mais son insulte semble faire des merveilles. Suzu avait amené Machi là où se trouvait Ayan après lui avoir promis 50 gâteaux de riz. Réalisant que les insultes fonctionnent, Ayan y ajoute de l'huile sur le feu déjà déchaîné. Cependant, sa victoire ne dure pas car Mochi emploie son Shikigami pour battre Ayan à plat de couture. Plus tard, Suzu et Ikuto font une course quand elle trébuche sur une surface mouillée et finit par casser une statue d'Ijizo qui est réputée maudite. Ikuto, d'autre part, semble plutôt calme car il ne croit pas au royaume mystique. Il rafistole la statue, mais alors qu'ils partent, les yeux de la statue deviennent rouges. La nuit, Suzu ne parvient pas à manger sa nourriture à cause de la peur d'être hantée, et comme elle le craignait, elle aperçoit une présence effrayante à la porte, la faisant hurler comme une folle. Le lendemain, Aoni se donne pour mission d'utiliser la peur des fantômes de Suzu contre elle. Appréciant un peu trop les ennuis, elle apparaît la nuit pour continuer sa farce, seulement pour tomber nez à nez avec l'esprit maudit. Elle hurle de peur, forçant Hakuto à se précipiter pour la trouver allongée par terre. Il essaie de l'aider à se relever quand elle marmonne à propos d'esprit, mais Hakuto, toujours non croyant, retourne dans sa chambre pour trouver un esprit d'apparence amusante tenant Suzu en otage. Hakuto agit comme un homme pour une fois et donne directement un coup de poing au fantôme pour lui remettre les idées en place. Même après avoir vaincu l'esprit et l'avoir calmement exorcisé, Ikuto maintient sa stupide conviction qu'il n'y a absolument aucun fantôme. Sérieux, à ce stade, même les fantômes croient plus en lui qu'ils ne croient aux fantômes. Quelque temps plus tard, Yukino se promène dans la maison à la recherche de son ours surdimensionné, seulement pour la trouver dans la confiturerie, avalant chaque pot de confiture qu'elle peut attraper comme si elle participait à un concours de manger et éclater. Yukino est dégoûtée par ses actes gloutons et elle la compare à Suzu qui ne peut pas se contrôler autour des gâteaux de riz. Kuma entend à qui elle la compare et perd immédiatement les pédales. Après qu'elle se soit enfuie, Yukino parvient à trouver Ikuto et Suzu qui sont occupés à pêcher. Yukino est accompagné de son groupe d'animaux dressés qui ont laissé l'analphabétisme entre les mains de notre stupide personnage principal. Elle confesse que Kuma s'est enfuie et qu'elle a besoin de leur aide pour la retrouver. Ils se séparent en équipe de deux, Yukino s'associant rapidement à Hakuto. Tandis que Suzu est entraîné par les animaux dressés, Hakuto porte Yukino sur ses épaules et, alors qu'ils traversent les bois, ils trouvent des empreintes d'ours, les amenant à supposer automatiquement que c'est Kuma. Ils suivent les empreintes seulement pour tomber sur un ours qui s'est fâché après avoir été traité de vieux. Il les repousse de son territoire, les forçant à continuer leurs recherches. Ils trouvent un tas d'autres ours bruns, mais ils continuent
continue de tomber sur une impasse. Pendant une pause, Yukino explique à quel point Kuma comptait pour elle, car elle était avec elle depuis le plus longtemps. C'est pratiquement sa meilleure amie et elles ont grandi ensemble. Réalisant l'importance de Kuma pour Yukino, Ikuto puise dans sa source d'énergie réservée afin qu'il puisse continuer à chercher Kuma. Suzu rencontre Ayane et comme d'habitude, elle la défie à l'un de ses défis inutiles, affirmant qu'elle est maintenant plus rapide. Cependant, Suzu rend son entraînement inutile en la mettant à terre d'un seul coup de poing, se moquant de son entraînement gâché. Après des heures de recherche, Ikuto a l'idée géniale de dessiner le portrait de Kuma et de le montrer aux animaux. Mais le premier ours qu'il trouve l'envoie voler d'un coup de poing à la tête. Yukino lui dit que l'ours est effrayé par son visage vraiment laid. Akuto essaie d'améliorer les choses en mettant une fausse barbe, mais cela lui vaut plus de coups qu'avant. Essayant de rendre l'impossible possible comme d'habitude, Aikudo continue de chercher à travers les bois, mais ne reçoit que de sévères corrections jusqu'à ce qu'il trouve enfin un animal paisible qui lui montre le chemin. Excité, Aikudo porte Yukino sur ses épaules et court dans la direction indiquée jusqu'à ce qu'il trouve un petit pont. Effrayé par les hauteurs, Aikido recule mais Yukino saute pour continuer le voyage. Soudain, le pont cède et se brise, mais avant que Yukino ne puisse tomber, Aikido plonge comme un Superman sans cervelle pour l'attraper. Les deux restent bloqués jusqu'à ce que Kuma attrape le pont et les fasse tourner en sécurité. Étonnamment, Kuma cherchait aussi Yukino, croyant qu'elle avait également fui la maison. Au final, Akuto s'enfuit après avoir réalisé qu'il peut maintenant comprendre les animaux à peu près de la même manière que Yukino et Suzu. Un beau matin, Akuto ramasse une épée en bois ressemblant à une aiguille et commence à la balancer comme s'il s'entraînait à couper l'air. Suzu le trouve en train de faire cela et lui demande pourquoi il s'est levé tôt le matin pour agir comme un chômeur. Akuto lui dit alors qu'il s'entraîne pour protéger efficacement les figues de l'île puisque c'est son travail de le faire. Suzu, d'autre part, n'a aucune idée de ce dont il parle puisqu'elle a déjà été une femme indépendante toute sa vie. Le moment vient pour eux de transporter du fret et Akuto prévoit d'utiliser cela comme un moyen de prouver pourquoi il est un homme. Mais il s'y prend si mal, il a du mal à en porter un seul, tandis que la personne qu'il est censé protéger en porte facilement 3. Juste à ce moment-là, Mère Nature décide de se moquer d'eux en déclenchant un tremblement de terre, ce qui transforme immédiatement Suzu en froussarde. Elle attrape Akuto comme un mouchoir et le traîne avec elle. Plus tard ce jour-là, Suzu entre avec enthousiasme dans la salle de bain pour se débarrasser de l'odeur d'Akuto sur son corps et trouve la baignoire commodément sèche comme un désert. Il s'avère que les sources chaudes de l'île se sont asséchées après le tremblement de terre qui a brisé les conduites d'eau. Pour s'assurer qu'elles ne restent pas sans se baigner, les filles versent de l'eau dans une jarre et la chauffent. Le groupe se calme enfin après leur bain stressant. C'est alors qu'Ikuto ouvre sa grande gueule pour dire que le bain n'est pas essentiel puisque s'essuyer avec une serviette est mieux. Cela déclenche le dégoût caché chez les filles qui se retournent immédiatement contre lui, disant qu'il est une ordure sale, c'est pourquoi il a continué à repousser toutes les filles avec sa puanteur horrible. Réalisant l'importance du bain pour les filles, Ikuto part tôt le matin pour résoudre le problème mais laisse une note pour Suzu. Sachant qu'Ikuto n'est qu'un maladroit bon à rien, les filles rassemblent leur matériel et le suivent. Elles ouvrent le puits et réalisent qu'il est rempli de terre. Sans hésiter une seconde, Suzu et Akuto plongent dans le puits pour le dégager. Pendant ce processus, Mère Nature décide de leur jouer un autre tour en déclenchant un nouveau tremblement de terre qui les propulse plus profondément dans la source souterraine. Comme ils ne peuvent pas remonter par où ils sont venus, le cerveau d'Aikudo s'active brillamment quand il remarque de l'air soufflant vers eux depuis une sortie étroite et il suggère de suivre ce chemin. Aikudo porte Suzu sur son dos car elle s'est blessée après leur dernière chute. Ils ont réussi à trouver une sortie mais elle est trop haute pour qu'ils puissent l'escalader. Le cerveau d'Ikuto s'illumine car il essaie tout pour prouver à Suzu qu'il est un homme, un vrai. Il comprend que briser la source du printemps provoquera une surpression qui devrait être suffisante pour les faire sortir du trou. En brisant la roche, il attire l'attention du gigantesque monstre aquatique résident de la grotte. Après des coups répétés, Ikuto finit par briser le point sensible et l'eau jaillit avec force, ce qui les propulse parfaitement dehors avant que le monstre aquatique ne pense à en faire son prochain repas. Suzu célèbre en larmes qu'Akuto ait réussi à résoudre leur crise d'eau et Akuto fait le malin, lui rappelant que c'est son devoir d'homme de la protéger. Mais même si elle est totalement ignorante de ce qu'il veut dire, elle est heureuse d'être à ses côtés. Quelques jours plus tard, Ikuto et Suzu entreprennent un voyage dans la forêt du sud. Et Suzu lui dit qu'elle a hâte de lui présenter son maître qui maîtrise tous les types d'arts martiaux. Avec la façon dont elle le met en valeur, Akuto imagine déjà un monstre effrayant dans sa tête. De plus, le maître de Suzu est le seigneur du sud, et cela lui rappelle de sombres souvenirs de la façon dont il a failli être écrasé par le seigneur de l'Est.
Soudain, la voix du maître résonne de derrière eux, envoyant un frisson dans le corps d'Akuto. Mais il est frappé de déception quand il réalise que le maître est un petit chat rigolo à 2 queues fonctionnant sur un débit d'aura. Après une brève description de pourquoi il est le maître de Satuzu, le chat révèle qu'il les a convoqués pour les inviter à un événement appelé la journée du jeu de survie. C'est en fait un événement où la tribu des chats affronte la tribu des chiens pour sélectionner le seigneur de la forêt, car ce sont eux qui dominent la forêt. En entendant qu'il y a quelque chose pour lequel il peut être utile dans sa vie sans valeur, Akuto accepte avec enthousiasme de les aider. Peu après, le jeu commence et les 2 équipes se chargent l'une vers l'autre. Suzu et Ikuto tombent bientôt sur un tas de peaux de bananes opportunément placés, les faisant tomber. Mais avant que le chien responsable ne puisse prendre le dessus, Ikuto se débarrasse de lui et la poursuite continue. Peu de temps après, les 2 se retrouvent encerclés par un cercle de chiens bien planifié, mais Ikuto les met au tapis d'un seul coup. Alors qu'ils approchent du chef des chiens, il se moque des efforts de Suzu et Ikuto, disant qu'il est impossible de gagner contre son équipe. Il n'en faut pas plus pour qu'Akuto fonce tête baissée comme un maniaque d'anime bizarre à la poursuite d'un pantalon usé de fille avant qu'il n'atteigne le chef des chiens. Machi et Ayane apparaissent de nulle part, déclarant qu'elles sont l'équipe des chiens. Machi affronte Akuto tandis qu'Ayane choisit son adversaire préféré comme d'habitude, Suzu. Pendant qu'Akuto et Machi sont occupés à se battre avec leurs mots, Ayane et Suzu s'affrontent sans retenue. Et cela se solde par la victoire de Suzu comme d'habitude. Le plan bien élaboré des chiens s'avère crucial et ils assurent la victoire. Mais juste au moment où ils sont sur le point de célébrer, ils réalisent qu'ils ont éliminé un faux chef des chats. Avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe, le vrai chef des chats plonge droit sur le chef des chiens pour le mettre à terre, changeant finalement la victoire en leur faveur. A et A finissent par cuisiner pour toute la population canine pour avoir été nuls dans la compétition et n'avoir pas réussi à leur assurer la victoire. Le lendemain matin, Akuto se réveille avec Machi assise sur lui et avant même que le sommeil ne quitte ses yeux, Machi lui dit qu'ils vont partir voir les fleurs et qu'il n'a pas son mot à dire dans cette affaire. Apparemment, c'est la période de l'année pour admirer le cerisier Sakura en pleine floraison. Alors qu'ils approchent de la forêt du Nord, les filles mentionnent qu'il est temps de se séparer et quand Akuto demande pourquoi, elles lui disent que c'est le seul moyen d'éviter le seigneur colérique de la forêt du Nord. Ils prennent des chemins différents, mais le chemin d'Ikuto et Machi s'avère être le pire, avec des chances de mourir supérieures à 1. Le groupe se retrouve enfin à l'endroit désigné, mais leur plan pour éviter le seigneur devient futile car ils tombent sur lui juste au lieu de rendez-vous. Avant qu'ils ne puissent commencer à souhaiter être morts en chemin, le seigneur leur dit qu'ils n'ont rien à craindre car il n'est plus le type terrifiant qu'ils connaissent après s'être fait botter les fesses quelques jours plus tôt. Il a pris sa retraite en tant que seigneur du Nord et a maintenant pris le sale boulot de donner des directions aux gens pour le Sakura. Après un voyage fastidieux, ils atteignent enfin le Sakura et Ikuto réalise que la peine de voir l'arbre aux cimes roses en valait vraiment la peine. Quelque temps plus tard, l'une des filles, Chikake, s'installe dans sa bibliothèque bondée pour en apprendre plus sur les hommes et elle ne perd pas de temps à concocter un plan sinistre pour Ikuto. Une fois qu'elle a terminé, elle invite Ikuto et Suzu chez elle, qui est la seule maison d'apparence occidentale sur l'île. Apparemment, elle a été construite par de mystérieux occidentaux qui ont échoué sur l'île. Ils arrivent à la porte et sont accueillis par la domestique éléphant d'allure bizarre de Chikagi, Panako, qui transforme Ikuto en partie du mur. Chikagi, de son côté, regarde depuis sa chambre et elle est prête à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur un homme, même si elle doit disséquer Akuto. Après s'être installée, Chikofi entre dans la pièce avec une robe rose révélatrice qui met le cerveau d'Akuto en surchauffe, lui provoquant un saignement de nez. Toujours en essayant d'empêcher sa saucisse de casser, Chik ajoute à la misère en apparaissant dans plusieurs tenues bizarres différentes. Quand on lui demande comment elle a eu l'idée de faire perdre Akuto dans l'intrigue, elle laisse tomber les nombreux livres qu'elle lisait sur la table. Elle explique qu'il y a eu plusieurs fois que des choses se sont échouées sur l'île, et étant la méchante bizarre qu'elle est, elle est toujours là pour les ramasser. Sheikah décide de leur montrer en les emmenant dans sa salle de collection remplie de tout ce qui s'est échoué, tout en visant secrètement à ajouter un coup d'eau à la liste, car il est la meilleure chose qui se soit échouée sur l'île jusqu'à présent. Parmi les objets dans la pièce se trouvent un cuiseur à riz et un four, mais ils sont déçus de ne pas pouvoir les utiliser car ils ont été renvoyés à l'âge de pierre où il n'y a pas d'électricité. Quand Chika réalise qu'Ikudo et Suzu sont sur le point de partir et qu'elle n'a pas atteint son objectif, elle les arrête disant qu'elle a déjà préparé le dîner. Chika se dirige vers la cuisine et elle utilise un livre de cuisine pour tenter de préparer les plats les plus délicieux qu'elle puisse trouver. Ikuto anticipe un plat alléchant, mais quand Chikatu apparaît avec ce qu'elle a préparé, Ikuto manque de vomir ses tripes
tripes tellement ils ont l'air dégoûtants. Shikatu réussit enfin un plat après avoir réussi à faire le meilleur riz au curry qu'Akuto ait jamais goûté dans sa vie, toujours ennuyeuse et sans valeur. Après avoir mangé, Akuto et Suzu se préparent à partir, mais Chikuki n'est pas sur le point de laisser cela arriver, et elle recourt à un moyen diabolique pour forcer son poulpe à leur déverser de la bave dessus. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'utiliser la salle de bain. Pour éviter de perdre le seau sur son pic doré, Ikuto se retient de se baigner avec les deux. Une fois les deux terminés de se baigner, Ikuto se dirige vers la salle de bain pour se laver, mais Chikahi a déjà un coup d'avance. Alors qu'elle se cache dans la salle de bain, elle jette un bon coup d'œil au piou-piou d'Akuto. Hanako entre dans la salle de bain et comme son gabarit est dans la catégorie grande taille, il lui permet de lui frotter le dos. Chikahi obtient presque l'angle parfait pour voir ce qu'elle visait, jusqu'à ce que Panako ruine son plan quand elle saute dans l'eau, la propulsant presque dans l'au-delà avec son gros bunda. Quand Suzu et Akuto rentrent dans la maison, Suzu révèle jalousement sa colère qu'Akuto se baigne avec Panako alors qu'il refuse de se baigner avec elle. Akuto essaie de se défendre en disant que Panako est un éléphant, mais Suzu s'en fiche car elle est toujours une fille, et elle fait savoir à Akuto qu'elle n'a aucune intention de lui pardonner tant qu'il ne se baignera pas avec elle aussi. Akuto se promène dans les bois un beau matin quand il rencontre Rin, qui est simplement en train de se débarrasser de son idéal masculin. Le cerveau d'Eikudo grille et il commence à saigner du nez quand il voit à quel point ses melons sont plus dodus, mais cela lui vaut une raclée de Rin, qui lui dit de partir. Eikudo est choqué d'entendre cela et il attrape Rin, la qualifiant de meilleure femme de l'île parce qu'elle est la seule à agir comme une femme normale, sans personnalité dérangée, contrairement aux autres qui veulent qu'il se baigne avec elle. Alors qu'il est encore en train de la louer pour être normal, elle le frappe à nouveau, l'envoyant au loin où il l'atterrit sur la tête. Rin apparaît plus tard pour le réconforter, disant qu'elle ne veut pas que les gens voient son ours. Sur le chemin du retour, Rin mentionne son lieu de travail, et Akuto propose rapidement de se présenter le lendemain. Cependant, Mikoto, qui observait depuis le début, surgit comme une plaie indésirable à la jambe, disant à Akuto qu'elle pourrait bien le liquider s'il essaie de se présenter. Quand Akuto rentre à la maison, Suzu remarque la bosse sur sa tête et elle lui en demande la raison. Il esquive la question, mais le destin le rattrape bientôt quand Suzu l'informe qu'elle le suivra au lieu de travail de Rin le lendemain. Chez Rin, sa grand-mère est contente qu'elle ait réussi à attirer Akuto de son côté, même si elle est plus bâtie comme Roman Reigns que Cardi de Mikoto. D'autre part, aiguise son couteau pour couper la saucisse d'Akuto s'il essaie de faire ce stupide coup de se présenter. Le lendemain, comme promis, Akuto se présente à l'atelier de construction accompagné par Suzu. Avant de s'installer, Ikuto est présenté à la mère de Rin, Risa, qui lui explique la structure bizarre de la famille. Riz attire Rin plus près, lui disant de s'assurer qu'elle utilise toutes ses tactiques féminines pour arracher Ikuto à la Suzu naïve et stupide. Rin emmène Ikuto pour lui apprendre la menuiserie et Mikoto en profite pour se rapprocher de Suzu, lui disant qu'elles doivent éloigner Akuto de Rin parce qu'il est amoureux d'elle. Cependant, Suzu reste toujours aussi naïve, car elle n'a aucune idée de ce qu'est l'amour ou l'affection. Mikoto attire enfin son attention quand elle mentionne que Rin a frappé Akuto à la tête pour l'avoir regardée pendant qu'elle se baignait. Suzu réalise que la bosse sur la tête d'Akuto était le résultat de ses escapades avec une dame masculine. Pendant qu'elle s'occupe de ses tâches ménagères de base, Mikoto s'assure de garder un œil sur Rin et Akuto, et elle manque d'exploser de colère chaque fois qu'elle les voit se rapprocher l'un de l'autre. Sa jalousie prend le dessus et elle décide qu'elle doit éliminer Akuto de l'équation. Elle laisse tomber une bûche qui manque de l'écraser tout en prétendant que ce n'était pas intentionnel. Elle court vers Akuto pour s'assurer qu'il sache qu'il va mourir s'il s'approche de Rin. Cela le maintient sur ses gardes toute la journée car il craint de rencontrer ses ancêtres. Quand Rin s'éloigne enfin du chantier de construction, Mikoto saisit l'occasion de défier Akuto en duel. Sachant pertinemment qu'un poulet le battrait dans un combat, il essaie de se retirer, mais le mot impossible de Mikoto le déclenche encore une fois. Cela commence leur légendaire bataille de menuiserie alors qu'ils essaient de se vaincre mutuellement, les transformant tous deux en de véritables monstres de la construction. Leur stupide petit duel s'avère utile car ils terminent les travaux de construction destinés à tout le groupe. Cette nuit-là, Rin s'assied en silence, pensant à la façon dont elle a raté sa tentative de Riz sur Akuto. Mais Akuto la fait rougir en lui disant qu'elle cuisine bien. La mère de Rin fait d'Akuto la cible de la rage de Mikoto quand elle parle de lui épousant sa fille. Akuto s'enfuit quand Mikoto apparaît avec une pastèque de la taille d'un rocher, prête à le liquider avec. Quelque temps plus tard, Mère Nature décide de laisser éclater sa colère en libérant une averse massive qui garde tout le monde chez soi. Suzu dit à Ikuto qu'il ne travaille pas les jours de pluie, choquant Ikuto car dans le monde extérieur, il travaille toujours comme des zombies morts-vivants, qu'il fasse soleil ou qu'il neige.
Ikuto décide alors de préparer le petit déjeuner puisqu'il n'y a nulle part où aller et il manque d'empoisonner Suzu avec son plat dégoûtant qui rivalise de saveur avec un leitran. D'autre part, Chikavi quitte sa maison pour mener une enquête météorologique en enfilant un maillot de bain bizarre. Avant midi, Akuto crie à plein poumon sa frustration qu'il n'y ait rien à faire pour lui car il faisait toujours une chose ou l'autre au Japon. Pour empêcher Akuto de s'effondrer et de perdre son sens d'humain, Suzu suggère qu'il joue au shogi et Akuto accepte. Pendant qu'il joue, Suzu mentionne la tempête qui a eu lieu la veille de l'arrivée d'Akuto sur l'île. Akuto ne pense pas que ce soit une coïncidence et il mentionne la possibilité que la tempête ait affaibli le tourbillon, ce qui est la façon dont il a fini sur l'île. À la mention de cela, Suzu s'éloigne mentalement, mais elle revient à elle avant qu'Akuto ne puisse commencer à lui poser des questions stupides comme « Es-tu enceinte ?» Après cela, Akuto perd chaque partie de shogi qu'il joue, et Suzu mentionne qu'elle avait autrefois un partenaire avec qui elle jouait au shogi les jours de pluie comme celui-ci. Toute l'existence joyeuse et la vie insouciante d'Ikuto s'effondrent quand Suzu mentionne que le dit partenaire est sa mère. Pendant que les deux traversent des moments émotionnels, Mashig et Ayane sont de retour à leur jeu habituel du chat et de la souris sous la pluie. Yukino passe aussi un merveilleux moment à faire courir ses animaux de compagnie. Yukino, Ayane, Rin et Mashizu se rencontrent, et juste au moment où elle cherche Chikavi, elle la trouve en train de recevoir un baptême agressif dans la rivière en crue. Elles perdent du temps à se précipiter pour s'assurer de la sauver avant qu'elle ne devienne un repas pour les poissons. Peu de temps après, le groupe fait son coup à la Avengers en se rassemblant chez Suzu. Comme elles sont toutes libres, elles ont apporté des cadeaux pour Suzu et cela apporte de la joie au cœur d'Akuto, car Suzu ne sera plus seule les jours de pluie. Le rassemblement apparemment paisible tourne vite au bizarre quand les filles décident toutes de bombarder Akuto de tant d'intrigues, plus que son cerveau de taille moyenne ne peut gérer. Après le départ des filles, Suzu dit à Akuto à quel point elle est contente de l'avoir à ses côtés. Suzu termine ensuite la journée en chantant une belle chanson que sa mère lui a apprise. La voix de Suzu est si belle qu'elle fait imaginer à Akuto de l'épouser et il ne parvient pas à le cacher, ses pensées étant écrites sur tout son visage. Quelque temps plus tard, Akuto se réveille au milieu de la nuit au gémissement de Suzu. Le sommeil disparaît de ses yeux quand il la trouve trempée dans la jarre d'eau tout en faisant un doux rêve de saucisse pointue à propos d'Akuto. Akuto l'attrape et la tire hors de l'eau pour l'aider, mais il finit par saigner du nez quand il est confronté à ces gros melons juteux. Le lendemain matin, Suzu a de la fièvre et quand grand-mère vérifie son état, elle dit à Akuto que ce n'est rien de grave, mais qu'ils ont besoin de glace pour l'aider. Ikuto est surpris car il n'a jamais vu de glace sur l'île auparavant et la vieille mégère le taquine, le traitant de stupide parce qu'il n'a même pas exploré 10% de cette île étrange. Pendant ce temps, la mère de Yukino, Kagami, est occupée à faire de la crème glacée avec les blocs de glace stockés pour utilisation. Ikuto arrive à la grotte de stockage et quand Yukino l'y emmène, la femme bizarre n'a pas d'autre choix que d'avouer ce qu'elle a fait. Puisque sa mère, stupide et désireuse de rajeunir, a utilisé toute la glace, Yukino suggère qu'il se dirige vers le sommet de la montagne pour obtenir de la glace. Au même moment, Mashia a envie de quelque chose de frais et elle invoque de force Ayaned avec sa poupée de paille juste pour lui ordonner de lui apporter de la glace. Akuto et l'étrange famille se dirigent vers la montagne dans un chariot quand Akuto remarque Makia assise à l'arrière du chariot. Pas prêt à gérer sa personnalité agaçante de « envoie-moi au paradis », il la décourage de les suivre. A et E arrivent à la grotte de stockage de glace pour ne rien trouver, mais Machi la dirige vers la même montagne où Akuto se dirige. Après tant de difficultés, ils atteignent le sommet de la montagne, seulement pour qu'Ikuto découvre qu'ils sont là pour admirer le magnifique paysage et que ramasser de la neige est la tâche secondaire. Pendant qu'il ramasse la neige, Yukino fait saigner le nez d'Ikuto en pressant ses melons contre lui par derrière. Son sang se fige, offrant une autre forme d'excitation aux animaux de Yukino. Alors qu'il pousse le chariot le long de la montagne, Ikuto gagne une motivation supplémentaire quand il se souvient que Suzu souffre dans son lit de malade. Il dévale la route escarpée et il remarque l'avertissement trop tard, le faisant tomber en contrebas. Pendant ce temps, Yukino et les autres dévalent la montagne à cause d'une avalanche. Et juste au moment où Akuto est sur le point d'atteindre le sommet, il est projeté par le groupe qui tombe. Akuto et la boule de neige sont projetés directement devant Machi qui ramasse simplement la glace dont elle a besoin sans même se soucier si le groupe respire ou non. Ikuto attrape de la neige dans ses vêtements et se précipite chez lui, mais l'oiseau de Yukino lui facilite la tâche en le ramenant chez lui. Au moment où il est rentré chez lui, tout ce qui restait de la glace n'était qu'une petite flaque et pour aggraver les choses, Suzu allait déjà mieux. Au final, Akuto tombe malade avec de la fièvre grâce au stress qu'il a subi et la flaque de glace qu'il a apportée finit par être ce qu'il faut pour le traiter. Chez Machi, elle continue de sauter son tour de cuisiner, laissant tout à sa petite sœur agaçante.
fatiguée de faire toutes les tâches elle-même, A et E taquinent Machi, lui disant que cuisiner 1 à 0 est une compétence nécessaire pour se marier, et sans cela, Machi pourrait aussi bien dire adieu à la vie amoureuse dont elle rêve dans sa tête. Cela atteint Machi et elle se lève en colère avec toute la motivation d'une lutteuse. Elle se dirige vers la maison de Chikavi pour la supplier de lui donner des leçons de cuisine. Et sachez que Chikavi a un moins quand il s'agit de cuisiner. La seule langue que tu parles est l'échec. Au lieu d'accepter qu'elle est nulle, Chikage accepte Machi dans son académie de cuisine déclassée. Elle finit par faire un gâchis au nom de la préparation d'un plat, et personne ne dit rien à Machi avant qu'elle ne prenne silencieusement ses affaires et parte comme une femme au foyer abattue. Machi fait ensuite son dernier arrêt chez Rin pour lui demander conseil. Cependant, Machi est trop obtuse pour être précise sur les conseils dont elle a besoin, et elle finit par faire une belle boîte à lunch au lieu d'un plat délicieux. Après que sa sœur l'ait traitée de fille la plus stupide de la planète, Machi retourne chez Rin le lendemain matin pour lui dire qu'elle a en fait besoin de conseils en cuisine, pas en menuiserie. Rin l'emmène dans la cuisine pour lui faire passer les étapes de la cuisine, mais Machi est plus intéressée par le couteau aiguisé qu'elle tient et les diverses choses qu'elle peut faire avec. Quand Akuto entend parler de cela, il dit à Suzu et Ayan que les compétences culinaires ne sont pas essentielles dans le monde extérieur, puisqu'ils peuvent entrer dans les magasins pour acheter n'importe quel type de plat qu'ils veulent. Ikuto attribue cela au fait que tout le monde est toujours occupé et qu'il y a peu de temps pour cuisiner. Cependant, Ayan n'est pas d'accord, disant que les étrangers ne sont que des débutants paresseux de grande taille. Suzu ajoute que lorsqu'on cuisine pour un être cher, on ne se fatigue jamais car l'amour vous aveugle et vous rend stupide. Peu après, Machi envoie une flèche message à Kudo, l'invitant à dîner. Ce soir-là, le trio se rend chez Machi, mais une Rin visiblement handicapée surgit, leur disant de ne surtout pas y aller car des choses absolument terribles sont vouées à se produire si Machi se met à cuisiner pour eux. Ils prennent l'avertissement très au sérieux et veulent s'échapper, mais le Shikigami de Machi les effraie, les forçant à entrer directement dans la maison. Une fois qu'ils se sont installés, Machi se dirige vers la cuisine pour aiguiser son couteau pendant qu'elle fait tenir la porte par son Shikigami, histoire de s'assurer que ses captifs ne puissent absolument pas s'échapper. Soudain, ils commencent à entendre des sons vraiment étranges provenant de la cuisine, ce qui les fait presque bondir de terreur. Ils tentent de vérifier ce qui a bien pu se passer dans la cuisine, mais leur Shikigami les effraie et les repousse. Machi apparaît peu après avec plusieurs assiettes de nourriture crue qui ressemblent bien plus à du poison qu'à une quelconque délicatesse. Ikuto parvient à prendre une bouchée et il perd soudainement toutes ses fonctions corporelles, ce qui fait croire aux filles qu'il s'est évanoui. Étonnamment, il se met à crier, déclarant que la nourriture est absolument délicieuse. Les deux croient qu'il se moque d'elle jusqu'à ce qu'elles y goûtent et conviennent que c'est effectivement très bon. Cela s'avère être une grave erreur de leur part, car cela a donné à Machi l'horrible audace de retourner en cuisine pour leur apporter encore plus de monstres marins déguisés en nourriture à consommer. Le trio hurle de peur, regrettant amèrement d'avoir complimenté sa nourriture empoisonnée dès le départ. Ensuite, Suzu est en train de travailler dans la cuisine quand Akuto surgit de nulle part, lui demandant ce qu'elle est en train de préparer. Suzu lui explique qu'elle essaie de faire du tofu, car c'est le 10e anniversaire de son animal de compagnie. Oui, son anniversaire. Au moment même où Suzu mentionne cela, quelque chose se déclenche violemment chez Akuto, comme s'il venait de se souvenir qu'il est un mauvais perdant incapable de séduire les filles. Plus tard, Akuto s'assied pour contempler une photographie de lui et d'une jeune fille qui elle aussi célèbre son anniversaire ce jour précis. Il quitte la photographie lorsque Suzu sollicite son aide pour confectionner le tofu qui doit prendre la forme de Tinkatsu. Ayonhi apparaît peu après avec tout un tas de gâteaux de riz pour tenter Suzu, mais celle-ci parvient à garder son calme et sa concentration car elle doit absolument finir le tofu avant toute autre chose. Suzu et Ayan retrouvent la photographie exactement là où Akuto l'avait laissée. Et, étant l'instigatrice en série qu'elle est, elle révèle à Suzu que la jeune fille sur la photo est en fait l'amante d'Akuto, venue du monde extérieur. Elle invente même l'histoire la plus touchante, la plus romantique et la plus imaginative sur leur vie amoureuse, tout ça pour briser le cœur de Suzu. Ayan tente de prouver son point en emmenant Suzu au bord de la rivière, là où Akuto se tient, perdu dans ses pensées, ruminant à quel point sa vie de déchet est déprimante. Ayan continue de rendre la vie encore plus difficile à Suzu en la traînant chez grand-mère et en parlant sans cesse de l'amante d'Akuto. Cependant, avec sa sagesse infinie, grand-mère explique à Suzu qu'il est tout à fait normal qu'Akuto aspire à son ancienne maison, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait une amante là-bas. La nouvelle de la vulnérabilité d'Akuto se répand rapidement et Ren envisage de passer à l'action, profitant de la fragilité de son cœur. Yukino entend cela et ne perd absolument pas de temps à s'approprier sa stratégie. Pratiquement, toutes les filles concoctent un plan ou deux, voire même plus, pour s'assurer de conquérir le cœur d'Akuto. Peu après, Suzu remarque qu'Akuto a disparu et il lui vient à l'esprit qu'il pourrait bien essayer de quitter l'île. Elle se précipite vers la plage pour le trouver en train de pousser son bateau dans l'eau, mais elle le tire en arrière et le frappe très violemment. Ikuto révèle alors qu'il essaie seulement d'envoyer une lettre qu'il a soigneusement placée en sécurité dans une bouteille. Les filles arrivent également sur la plage avec une grande variété de plats pour l'aider à lui remonter le moral. Alors qu'elles continuent de jacasser comme des perroquets, Ikuto les entend mentionner son amante, mais il entend rapidement, oui, il entend dire que la fille sur la photo est en fait sa sœur, Azaki. Cela choque profondément les filles, et elles commencent à se rejeter la faute, cherchant à savoir qui a bien pu lancer cette désinformation. Juste à ce moment-là, Chikadi attire leur attention sur un étrange rituel qui brûle sur le feu depuis plusieurs minutes. Il s'avère que c'est un ingrédient spécial appelé nigiri, utilisé pour durcir le tofu.
Mikuto mentionne que son grand-père est un artiste martial, ce qui explique pourquoi il sait comment préparer le nigiri. Plus tard ce jour-là, Suzu va chercher Tinkatsu chez les voisins qui l'ont gardé en sécurité pour s'assurer qu'il ne gâche absolument pas sa surprise d'anniversaire. Tinkatsu rentre chez lui et il a les larmes aux yeux en voyant le gâteau de tofu surprise que Suzu a confectionné à son effigie. L'anniversaire de Tinkatsu se termine en beauté, oui, en un véritable succès, car absolument tout le monde est venu le célébrer avec lui. Cette nuit-là, Ikuto et Suzu s'assoient ensemble et il lui confie à quel point sa sœur compte énormément pour lui. Ikuto essaie d'envoyer la lettre, mais le tourbillon la rejette sans cesse, juste au moment où il est sur le point d'abandonner. Il tente une fois de plus et cette fois, la lettre passe, ce qui les pousse à s'étreindre mutuellement en signe de célébration. Quelques semaines plus tard, les filles se plaignent de la disparition soudaine et inexpliquée de denrées alimentaires sur l'île. Elles se demandent qui pourrait bien être derrière tout ça quand Machi sort de sa chambre, des miettes de collation bien visibles sur ses lèvres. L'attention de tous se tourne immédiatement vers elle car ils la soupçonnent d'être la fameuse voleuse de provisions qui a pillé le village. Elles commencent toutes à la suivre discrètement pour confirmer leurs soupçons et Machi ne se construit pas vraiment une bonne défense car elle se promène en mangeant absolument tout ce qu'elle peut trouver. Quand elle en a finalement assez du groupe qui la suit, elle prend la parole déclarant qu'elle est peut-être une gloutonne qui consomme tout ce qui semble comestible mais qu'elle n'est absolument pas derrière la famine potentielle qui est sur le point de frapper la terre. Machi est profondément déçue que même Akuto ne lui fasse pas confiance et elle jure de se venger. Enragée, elle attrape Ikuto et s'échappe avec lui. Bien qu'aucune des filles ne puisse absolument rien y faire, elle décide qu'il est préférable de trouver le voleur de nourriture plutôt que de courir après la terrifiante Machi. Après un travail acharné et minutieux d'enquête, Ikuto est capable de dessiner une carte précise des endroits où le voleur de nourriture a attaqué depuis le début des événements. Après un plan plutôt chaotique, il suggère que monter la garde serait en fait la meilleure solution. Ikuto et Suzu passent de devant la ferme de concombres quand ils réalisent dans quelle elle a été complètement dépouillée de toute dignité qui lui restait. Cette nuit-là, ils tendent un piège alimentaire au coupable et comme on pouvait s'y attendre, le coupable est tombé droit dedans. Leur plan fonctionne à merveille et ils parviennent à la piéger mais elle finit par s'échapper grâce au masque qu'elle portait. De son côté, Akuto fait également de son mieux pour attraper la voleuse mais elle lui donne vraiment du fil à retordre. L'équipe se promène comme des zombies le lendemain matin car ils sont complètement privés de sommeil. Quand ils arrivent en tout à la maison, Ikuto entre dans la salle de bain seulement pour y trouver une jeune fille aux cheveux verts, avec une poitrine de taille moyenne en train de se laver et cela lui provoque immédiatement un saignement de nez. Après que la jeune fille se soit calmée, elle se présente comme Mei Mei et admet qu'elle était très timide. Il s'avère qu'elle a également échoué sur l'île après que son bateau ait rencontré un énorme problème. Elle a eu recours au vol au lieu de demander de l'aide aux insulaires, car elle est bien plus timide qu'un chat. Ikuto, oui, et Suzu la réprimande alors pour avoir mangé à la ferme de concombres, mais elle affirme que c'est son compagnon, Monsieur Tano. Elle mentionne que Tano adore les concombres et sur leur chemin pour retrouver Tano, ils tombent nez à nez avec Machi. Sachant qu'elle est une naine dérangée et colérique, Eikudo avertit Mei Mei d'être très prudente avec elle, mais celle-ci, prise de peur, s'enfuit plus tôt. Rin est apparue plus tard pour leur dire que la ferme de concombres de la maison de Shigage avait elle aussi été complètement décimée. Le chien de Yukino renifle presque Mami à l'intérieur du costume où elle se cache, mais Akuto la met en sécurité. Meimi explique alors que Tono est son ami, oui, son ami qui voyage avec elle en tout temps. Juste à ce moment-là, Akuto entend que le chien de Yukino a capté l'odeur de Tono. Il se précipite vers la rivière et quand Tono se révèle, il s'avère être une tortue et non pas une personne comme il s'y attendait. Mami oublie le risque de se faire prendre et court vers Aktano. Machi s'avance pour punir Mami et son animal de compagnie qu'elle trouve agaçant car ce sont eux qui ont permis aux filles de l'accuser faussement. Avant qu'elle ne puisse déchaîner toute sa colère, Aikudo la saisit par derrière, la suppliant de pardonner à Mami et toutes les filles sont également en soutien de cette demande. Parce qu'Aikudo le demande si gentiment, Machi finit par lui pardonner. Une fois que tout ce désordre a été réglé, Mami devient officiellement résidente sur l'île et Suzu lui offre le moulin à eau situé tout près de chez elle pour y vivre. Aikudo demande des nouvelles de Maimi et Suzu révèle qu'elle est allée chercher des légumes avec son animal de compagnie, qui s'avère être un kappa et non pas une tortue. Maimi, d'autre part, rencontre de sérieuses difficultés à parler aux insulaires, et quand elle parvient à leur dire bonjour à tous les deux, elle finit par les effrayer, oui, les faire fuir à cause de son costume habituel de type Halloween. Quand les deux se calment et décident de lui parler, Mami disparaît, oui, s'évanouit comme un pet. Mami rentre chez elle pour dire à Suzu et Akuto à quel point ses compétences sociales sont mauvaises. Suzu lui demande alors comment elle a rencontré Tano, et elle a recours à une narration imagée pour rendre absolument tout plus facile à comprendre. Un jour, Mami était en route pour sa tentative habituelle de se faire des amis quand il a commencé à pleuvoir et elle a été forcée de se cacher sous un pont. C'est alors qu'elle a remarqué un tas de pierres sous le pont et par pure coïncidence, Tano était scellé à l'intérieur de ces pierres par un moine, car il avait commis quelque chose de mal il y a très longtemps.
Mami a brisé le sceau pour libérer Tano, mais quand il est revenu à lui, sa maison fluviale, autrefois tant aimée, avait complètement disparu. Comme elle manque cruellement de compétences sociales pour se faire des amis humains, Mamie n'a pas d'autre choix que de faire de Tona son ami. Depuis, ils sont inséparables, et après avoir entendu son histoire, Suzu fond en larmes, mais Hakuto maintient sa signature de mâle alpha, retenant ses émotions. Plus tard, Mamie est prise d'une motivation soudaine et un peu stupide, pensant qu'elle peut parler aux gens elle-même sans avoir à compter sur Suzu et Hakuto. Elle essaie de quitter la maison seule, mais elle n'a pas fait 10 pas quand elle réalise qu'elle n'est absolument pas cette fille. Suzu et Hakuto la plaignent et ils acceptent de l'escorter pour rencontrer des gens. Ils se dirigent vers la maison de Rin, mais la toute première déclaration de Rin à son égard la rend presque folle. Et au lieu de la saluer normalement, elle finit par l'effrayer, oui, la faire fuir quand elle essaie de la saluer avec son costume d'ours. Pendant ce temps, Ayan a découvert tardivement que Mamie est maintenant devenue résidente sur l'île et à sa manière folle avec sa fléchette, elle décide de traquer Mamie. Elle la plaint et quel genre de l'approcher comme une personne normale. Cependant, au moment où Mamie la voit, elle la prend pour Machi et elle s'enfuit presque vers la lune, essayant de surpasser sa sœur haineuse. Ayan prononce un grand mot de motivation pour Mamie, lui disant de s'aimer elle-même. Ce mot de motivation touche profondément Mamie, ce qui en fait la toute première fois dans l'histoire de l'univers qu'Ayan fait quelque chose de non violent. Les choses empirent encore pour elle quand elle découvre que Tono est un kappa. Cela déclenche ses souvenirs traumatisants liés à un kappa, la forçant à faire une course de relais effrénée autour de l'île. D'autres filles arrivent plus tard à la maison. Il faut le génie athlétique se sente vraiment chez elle afin qu'elle puisse conquérir sa timidité innée. Ensuite, le maître de kappa apparaît à la maison, choquant Suzu qui lui demande « Oui, pourquoi il est venu ?» Le gars révèle qu'il a un message important à transmettre au Seigneur de l'Ouest, mais il n'a pas pu le trouver. Apparemment, il y avait un nouveau venu qui a vaincu le Seigneur de l'Est, et quand Suzu entend cela, s'avère que ces deux seigneurs ont perdu contre le même étrange guerrier, et il a été laissé au maître de Suzu le soin de mener une enquête approfondie pour savoir qui est cet étrange individu. Le maître de Suzu mentionne que la personne d'intérêt qui a vaincu les deux seigneurs a été vue par des témoins oculaires dans la région. Le maître de Suzu décrit ladite personne, et il vient immédiatement à l'esprit d'Hakuto que le fauteur de troubles n'est autre que leur nouvel animal de compagnie résident, Tuno. Au même moment, le seigneur de l'Est, un panda blanc et moelleux, arrive à la maison de Tano pour exiger une revanche. Mamie interfère, disant que c'est mal de se battre, oui, que c'est une mauvaise chose, mais au moment où le panda voit Mamie, il tombe amoureux d'elle et ne perd pas de temps à la saisir. Il déclare son intention de faire de Mamie sa mariée, ce qui entraîne une nouvelle confrontation entre lui et Tano. Cependant, avant qu'ils n'aient la chance de se frapper mutuellement, le maître de Suzu intervient pour les assommer tous les deux. Il fait savoir au panda que les choses vont vraiment empirer pour lui s'il cause le moindre grabuge sur le territoire occidental à cause de la terreur qu'il, le Seigneur de l'Ouest, inspire. Le panda craint pour sa vie, mais se souvient soudain que le Seigneur de l'Ouest est absolument introuvable. Puisque c'est le cas, le maître de Suzu décide de défier le panda en duel, mais réalisant qu'il n'a absolument aucune chance, le panda s'enfuit en emportant Mamie avec lui. Cela se transforme en une véritable course-poursuite effrénée, mais avant que le panda ne puisse atteindre son territoire, l'ancien Seigneur du Nord l'intercepte, le frappant violemment au sol. L'ancien Seigneur du Nord, le grand chat, révèle qu'il n'est pas là pour le panda, mais pour la personne qui l'a vaincu, et lui a pris le rôle de seigneur. Juste à ce moment-là, il pointe du doigt ladite personne et à leur grande surprise, cette personne n'est autre que Mamie, la timide, faible pleurnicheuse. Mamie se dispute avec le grand chat, disant qu'elle n'a absolument aucun souvenir de leur combat. Apparemment, lors de leur première et unique rencontre, Mamie essayait d'échapper au grand chat, mais a par pure coïncidence laissé tomber un énorme rocher sur lui, et il considère cela comme une excellente stratégie de sa part. Il est vraiment très rapide pour sa taille. Avant qu'il ne puisse s'échapper, le grand chat apparaît devant lui, le projette violemment au loin et revendique Mamie pour lui-même. Le grand chat dit que Mamie doit régner sur la forêt du Nord. Mais Hakuto intervient pour la défendre, déclarant que Mamie ne va absolument nulle part. Le grand chat propose alors un duel pour savoir qui va prendre Mamie, mais il est assez évident qu'Hakuto n'a absolument aucune chance. Cependant, sa dignité d'homme est en jeu, et après avoir été violemment projeté par le grand chat, il se remet toujours debout pour continuer à se battre. La souffrance continue jusqu'à ce qu'un être étrange passe devant Hakuto pour lui révéler le point faible du chat, qui se trouve précisément entre ses queues. Hakuto fait exactement comme on lui dit, et d'un seul coup, il vainc le grand chat. Comme promis, le grand chat n'a pas d'autre choix que de remettre Mamie à Hakuto. Sur le chemin du retour vers la forêt du Nord, il rencontre le Seigneur de l'Ouest, qui confesse que c'est bien lui qui a révélé son point faible à Hakuto. Plus tard, Mamie tient la main d'Hakuto, le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour elle, et Suzu se tient à côté d'eux, clairement submergé par la jalousie. Quelques semaines plus tard, Chikage trouve un livre d'apparence suspecte dans sa chambre, et au lieu de le brûler, elle le lit.
Au moment même où elle fait cela, un éclair s'abat sur chaque foyer cette nuit-là. Le lendemain matin, les insulaires se réveillent pour constater qu'ils ont développé des traits de type anime, tandis que les animaux ont acquis des traits de type humain. Le village entier est tombé dans le chaos absolu, laissant Suzu et Ikuto entièrement confus. Confus, oui, Ikuto et Suzu se promènent dans la confusion quand ils rencontrent Chikage, qui est parfaitement bien au milieu de ce paradis Zootopia. Chikage avoue, disant qu'elle est responsable de tout, oui, de tout ce qu'elle fait, devenant magicienne du jour au lendemain, même si elle n'a jamais fréquenté Poudlard. Et Yan, étant la plus peinée de tout, est apparue pour donner une bonne leçon à Chikage. Même avec cela, Chikage ne s'en soucie absolument pas, car elle profite un peu trop bien de ces magiciens. Suzu dit à l'équipe qu'ils sont les seuls à pouvoir résoudre leurs problèmes et ils se dirigent vers la bibliothèque de Chikage. À l'intérieur de la bibliothèque, ils trouvent un livre nommé Sceau et de l'intérieur, un génie-lait émerge offrant aux équipes 7 vœux. L'équipe ne le croit absolument pas avant d'avoir gaspillé 4 des 10 vœux. C'est alors qu'il leur vient enfin à l'esprit d'utiliser l'un des vœux pour capturer Chikage. Leur plan a plutôt bien fonctionné, mais leurs petits cerveaux ont oublié de leur dire que le génie répond à absolument tout vœu qui lui est adressé. Chikage en profite et demande à être libéré. Le génie exauce son vœu et avec cela il ne leur reste plus qu'un seul vœu. Pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'il faut faire avec ce dernier vœu, Machi entre et demande subtilement une tasse de café. Le génie exauce son vœu. Cela laisse Chikage la seule personne capable d'utiliser la magie sur l'île. Elle s'assure de réaliser ses fantasmes les plus sauvages, sombres et étranges. Avant qu'elle n'ait la chance de terminer sa mission, Panako, qui est maintenant humaine, apparaît et la frappe avec une pierre de réalité. La magie de Chikage se brise et tout le monde sur l'île redevient normal, mais quand Akuto se réveille, il suppose que tout ce qui s'est passé n'était rien d'autre qu'un rêve. Quelques jours plus tard, Akuto reçoit une demande d'entretien de mariage de Mikoto, disant qu'il est tenu de venir choisir l'une de ses sœurs parce que leur mère les dérange constamment, mais elle n'est pas du tout intéressée par Akuto car elle a déjà Rin. Il lui reste maintenant à choisir parmi ses sœurs restantes. Le lendemain, Suzu et Akuto sortent, se dirigeant vers la maison de Mikoto. Suzu explique que Mikoto est issue d'une famille de ninjas et qu'elle est la dernière née. Leur conversation est interrompue quand ils trouvent l'une des sœurs ninjas de Mikoto, Shinobu, gisant faiblement sur le sol. Ils la ramènent chez eux pour s'occuper d'elle et après avoir dévoré plusieurs assiettes de riz, Shinobu a enfin la force de parler. Apparemment, elle était en voyage ninja depuis ces derniers mois, c'est pourquoi elle ne savait même pas qu'Akuto est un homme. Quand Suzu lui explique enfin comment Akuto a dérivé jusqu'à l'île comme un simple sac poubelle, Shinobu fait le mouvement soudain de défier Akuto en duel. Akuto est confus par cela et Shinobu explique que pendant son entraînement, elle a rencontré plusieurs maîtres et témoins oculaires qui lui ont dit qu'un homme venait d'arriver sur l'île et qu'il est un maître épéiste. Avec ce que Shinobu a entendu, Ikuto peut même trancher des montagnes avec son épée, mais Ikuto, sachant pertinemment qu'il est un déchet, refuse d'honorer ce défi de duel. Shinobu ne lâche absolument pas l'affaire et elle continue de harceler Akuto, lui demandant sans cesse un duel. Elle s'allonge avec lui, mange avec lui et même se baigne avec lui juste pour s'assurer qu'il accepte le défi. Jalouse et fatiguée de voir le visage laid de Shinobu partout, Suzu crie sur Akuto, lui disant d'accepter ce défi de duel. Akuto est surpris par cela, mais il n'a pas d'autre choix que d'accepter le duel et il commence à s'entraîner intensément en préparation. Le jour du duel, Shinobu apparaît vêtu d'une tenue vraiment étrange. Le combat commence et les deux se mesurent l'un à l'autre. Après s'être balancés l'un sur l'autre pendant si longtemps, Akuto finit par gagner le match par pure chance quand il attrape les précieux melons de Shinobu. Cela compte comme le premier coup et Shinobu admet sa défaite, même si Akuto pense que ce n'est pas juste. Après le duel, Shinobu repart pour un autre voyage ninja, mais cela ne se termine pas bien pour elle, car elle finit par tomber dans un fossé. Ensuite, Akuto ramasse un roman d'horreur dans la maison de Chikage, où le méchant est un gars nommé Benyasha. Chikage lui fait savoir que le livre a été écrit par un insulaire et qu'il existe d'autres volumes. Pendant leur conversation, Ikuto rencontre la mère de Chikage. Soudain, il commence à pleuvoir et la pluie apporte le tonnerre avec elle. La mère de Chikage exhorte Ikuto à rentrer chez lui en courant car Suzu est la seule à la maison et elle est très certainement effrayée. À la maison, Suzu reçoit une étrange invitation, oui, sortie de nulle part. L'invitation est de venir dans une certaine auberge. Akuto et Suzu découvrent plus tard que Mei Mei a également reçu une invitation. Apparemment, l'invitation venait d'une dame nommée Sakia, mais aucun d'eux ne sait qui est cette Sakia. L'invitation est de venir dans une certaine auberge. Akuto et Suzu découvrent plus tard que Mei Mei a également reçu une invitation. Apparemment, l'invitation venait d'une dame nommée Sakia, mais aucun d'eux ne sait qui est cette Sakia. Ils arrivent à l'auberge et sont accueillis par Sakia qui s'avère être une poupée mécanique. Elle n'a aucun souvenir de sa vie passée, seulement le fait d'être arrivée sur l'île dans une boîte.
Étonnamment, Suzu et Akuto ne sont pas les seuls invités, mais bien tous les habitants de l'île. Avec l'arrivée d'Akuto, elle pense d'abord déjà à la façon dont elles vont caresser son précieux attribut doré lorsqu'elles seront toutes ensemble dans le bain. Quelques instants plus tard, Akuto apprend que Sakuya ne leur a envoyé aucune lettre d'invitation. En fait, c'est elle qui a reçu une lettre de leur part proposant de visiter l'auberge. Elle examine l'écriture sur la lettre et révèle que ce n'est pas la sienne. Chikagi entre dans la pièce pour examiner la lettre et lâche la bombe. Ils ont dû être rassemblés par Benyasha. Chikagi explique que Benyasha était une personne réelle qui vivait sur l'île et a commis plusieurs atrocités avant de disparaître soudainement il y a 15 ans, aux côtés de Shizumaru qui écrivait des romans à son sujet. Sakuya les assure alors qu'ils n'ont rien à craindre car ils sont sous sa protection. Inquiet de toute cette affaire, Akuto décide de parler de Benyasha au groupe et peu de temps après, une étrange silhouette apparaît dans la forêt. Sakuya passe en mode Terminator jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'est personne d'effrayant, juste Shinobu. Plus tard, Akuto se lève pour entrer dans le bain et Oeyoan décide de le suivre pour que ses rêves puissent enfin se réaliser. Elle se précipite dans le bain pour trouver Akuto la soutenant. Elle se précipite, mais au lieu d'Akuto, elle tombe sur une silhouette portant un masque de diable rouge. Elle pousse un cri de peur, faisant accourir Sakuya et Akuto. Ils la trouvent inconsciente et quand ils parviennent à la ramener à la vie, elle révèle ce qu'elle a vu. Le corps d'Ayane commence à la démanger comme si sa peau allait tomber. Soudain, l'infâme Benyasha apparaît dans la pièce, debout sur un arbre juste à côté de la ferme Dora. Akuto lui demande ce qu'il veut et il révèle qu'il aime juste voir les filles souffrir. Il mentionne que les démangeaisons d'Ayane s'arrêteront, mais cela durera une semaine entière. Cependant, il a l'antidote avec lui. Akuto est sur le point de négocier la libération de l'antidote quand Sakuya perd son sang-froid parce que Benyasha a attaqué quelqu'un sous sa protection. Benyasha s'enfuit, forçant Sakuya et Akuto à le poursuivre à travers la forêt. Sakuya recourt à l'utilisation de missiles, mais Benyasha s'échappe toujours. Akuto suggère de retourner à l'auberge et là-bas, les filles font des plans pour faire venir Akuto dans leur lit. Chikagi a l'idée d'attendre dans leurs chambres respectives avant le retour d'Akuto. Sakuya et Akuto retournent à l'auberge pour entendre Shinobu crier. Ils se précipitent à l'intérieur pour trouver Chikagi en train de la vérifier. Elle mentionne que Shinobu s'est évanoui à cause d'un trop grand massage. Akuto dit alors à Chikagi que Benyasha est derrière tout ce qui s'est passé et Chikagi craint qu'il n'y ait plus de victimes de Benyasha si l'on n'y prend pas garde. Ils entendent de Mami crier et quand ils se précipitent, elle saute sur Akuto, prête à faire des folies avec lui. Benyasha apparaît, leur disant qu'il a utilisé une substance étrange qui donnerait à Mami envie de faire des choses bizarres. Avant que Benyasha ne puisse mettre la main sur Yukino, Akuto apparaît dans la pièce. Akuto arrête Benyasha, le forçant à s'enfuir. Plus tard, Akuto trouve Benyasha dans la chambre de Suzu, essayant de lui pincer la joue gratuitement. Il le chasse et il se retrouve sur le toit. Benyasha rappelle à Akuto qu'il a le vertige et cela fonctionne parfaitement. Akuto commence à trembler comme une feuille sur l'eau, mais Benyasha le met en colère quand il mentionne le mot impossible. Akuto charge vers lui, mais il jette les antidotes en l'air pour le distraire. Akuto se jette sur les antidotes et finit par tomber du toit. Beniash se transforme en tapis magique et s'envole, assurant à Akuto qu'ils se reverront. Dans une révélation choquante, il s'avère que Chikagi est derrière tout, et sa mère est Benyasha. Sa mère est aussi l'infâme Arthur Shizumaru, et elle aime écrire ses histoires à partir d'expériences de la vie réelle. La mère de Chikagi est intéressée par Akuto parce qu'il semble être un enfant intelligent et il va être un personnage important dans l'histoire qu'elle développe. Quelque temps plus tard, Machi décèle accidentellement un monstre raton laveur rusé en trébuchant sur la statue. Le tanuki ne perd pas de temps à faire des ravages sur Machi. Ailleurs, Suzu et Akuto pêchent quand ils tombent sous les tours agaçants du tanuki. Machi arrive juste à temps pour arrêter ce que le tanuki fait en le démasquant. Machi poursuit le tanuki mais il réussit à piéger Machi dans l'eau, ajoutant à sa frustration, Machi comprend que le tanuki se venge d'elle parce que ses ancêtres l'avaient scellé. Machi réussit à sortir de l'eau avec la détermination de trouver le tanuki. Elle dit à Suzu et Akuto que le déguisement du tanuki sera brisé s'il s'évanouit. Machi se dirige vers le village pour trouver le tanuki, mais le tanuki a toujours un pas d'avance. Étant la créature rusée qu'il est, il rend la vie difficile à Machi puisqu'il peut se transformer en n'importe qui à tout moment. Quand Akuto réussit à voir à travers son déguisement avec Meimi, le tanuki le punit en lui laissant tomber de grosses boules dessus. Rin décide de s'habiller en fille, mais elle a choisi le mauvais jour pour le faire. Puisque le tanuki est partout, faisant des ravages, Machi finit par déchirer sa jolie robe pour voir son nombril afin de s'assurer qu'elle n'est pas le rusé tanuki. Machi blâme sa chance sur le fait qu'elle a décidé de porter des vêtements de fille. Chaque fois que le raton laveur prend le dessus sur Machi, cela la rend plus en colère, mais cela facilite la tâche au raton laveur pour la taquiner.
Machi engage bientôt Ayane dans sa chasse au raton laveur et elle n'a pas le choix puisque Machiya va la tabasser si elle refuse. Tout au long de la journée, le raton laveur s'assure de semer le chaos dans chaque partie du village. Le soir, Suzu mentionne le mot impossible près d'Akuto et il ne réagit pas. Elle l'attrape immédiatement, révélant qu'elle a attrapé le tanuki. Les vêtements d'Akuto sont relevés pour révéler le nombril protubérant. Le tanuki est sécurisé puis attaché aux côtés d'Ayane pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Machi libère toute la colère qu'elle a gardée toute la journée pour sceller le tanuki et le ramener à son état de statue. Le groupe trouve plus tard le vrai Akuto, là où il gisait inconscient, et même après son réveil, Ayane et Machi s'assurent de le chatouiller sous prétexte qu'elles veulent savoir s'il est la vraie personne. Une nuit, Yukino marche à la frontière entre l'Est et l'Ouest quand une plume bleue tombe sur sa main, la laissant excitée. Le lendemain, elle voit Suzu près du lac et elle lui parle de sa découverte de la nuit précédente. Apparemment, la plume bleue serait venue d'un oiseau légendaire qui bénit quiconque la trouve. Cela intéresse Suzu et elle accepte de suivre Yukino à la recherche de l'oiseau légendaire. De retour à la maison, le poulet voisin, d'habitude si bavard, parle à Akuto de l'oiseau légendaire, mais Akuto rejette cela car il ne croit pas aux créatures mystiques. Au lieu de suivre Suzu pour trouver l'oiseau, il décide de ramasser du bois de chauffage pour l'aider car il s'est senti totalement inutile depuis son arrivée sur l'île. En cherchant dans la forêt, Yukino lâche la bombe. L'oiseau légendaire ne bénit pas réellement les gens car ce n'est qu'un conte de fées. Tout l'espoir de Suzu reposait là-dessus et au moment où Yukino dit cela, son espoir est brisé, la laissant dans sa figure de manga par défaut. Elle trouve bientôt un oiseau rare, mais pas celui qu'elle cherche, et Yukino, amoureuse des animaux, le poursuit. Les autres suivent, et elles finissent par tomber dans une crevasse profonde qui se trouve dans la partie la plus reculée de la forêt. Akuto rentre chez lui et s'inquiète immédiatement en réalisant que Suzu n'est pas encore rentré. Il se dirige vers la maison de Yukino, et tout ce que Kagami peut offrir est sa voix paniquée. Akuto décide alors de se diriger vers la forêt pour chercher Suzu, accompagné des animaux de Yukino. Alors que la recherche s'intensifie, il commence à pleuvoir, rendant tout pire, car maintenant les animaux ne peuvent plus suivre leur piste et la voix d'Akuto sera étouffée. Cependant, son amour pour Suzu le pousse à commencer à chercher sous la pluie. Soudain, l'oiseau bleu légendaire émerge de la forêt. Et même si Akuto ne croit pas aux superstitions, il n'a d'autre choix que de demander à l'oiseau bleu de le mener à Suzu. Une fois que l'oiseau mène Akuto à la crevasse, il disparaît et il est révélé plus tard que c'était l'oiseau pâle qu'il poursuivait plus tôt. Akuto et les filles réussissent alors à sauver Suzu et l'équipage piégé. Rin construit également une clôture autour de la crevasse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de futurs incidents. Et comme prévu, Ayane manque de tomber quelques secondes après la construction de la clôture. Cette nuit-là, Akuto ramène Suzu chez elle en révélant sa détermination à devenir plus fort pour la protéger. Ensuite, Akuto décroche un poste de professeur de mathématiques à l'école de l'île. Chikagi, Shinobu et Machi sont également professeurs à l'école et elles gèrent une toute différente classe. Alors que tout le monde est intéressé par l'école, il n'y a qu'une seule personne sur l'île qui ne l'est pas et c'est Suzu. Akuto essaie de la forcer à aller à l'école, mais elle se cache toujours quand il y va. Un jour, Chikagi élabore un plan pour forcer Suzu à venir à l'école. Elles mettent en place un itinéraire bien calculé qu'ils vont utiliser pour attirer Suzu à l'école et Akuto sera le coup de grâce pour piéger Suzu et la faire venir à l'école. Akuto est initialement hésitant, mais il décide de se joindre au plan quand il réalise que les filles essaient seulement d'aider Suzu à aimer étudier. Le lendemain, elles mettent leur plan en marche, et Akuto conduit nerveusement Suzu devant la plupart des points de contrôle qu'ils ont créés pour la détourner vers l'école. Cependant, Suzu commence à remarquer le schéma étrange, mais elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Suzu et Akuto finissent par tomber dans un terrier de lapins, ce qui les mène directement à l'école où Chikagi les attend déjà. Cependant, Suzu réussit à s'échapper de l'école, forçant le groupe à la poursuivre. Akuto l'attrape finalement avec ses ruses astucieuses, et pour la punir, il lui chatouille les pieds jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force. Akuto lui donne alors un conseil, lui disant qu'elle peut s'améliorer en étudiant si elle s'y met vraiment. C'est suffisant pour convaincre Suzu qui décide alors d'aller à l'école, laissant les filles joyeuses car leurs efforts n'ont pas été vains. Quelque temps plus tard, Suzu est sur la plage à la recherche d'algues quand elle repère la bouteille contenant la lettre qu'Akuto avait écrite à sa sœur. Elle la ramasse et se précipite vers Akuto qui pensait initialement que c'était aussi sa lettre.
Cependant, il réalise qu'il a tort quand il ouvre la lettre pour découvrir que c'est une réponse de Masaki. Akuto lit la lettre pour découvrir que Masaki a commencé à le chercher après avoir reçu sa lettre. Mais il s'avère qu'elle s'est perdue en mer. Akuto entend cela et se précipite à la plage pour essayer d'atteindre sa sœur. Il ne se soucie pas du tourbillon, mais le tourbillon se soucie de lui car il commence à le rejeter vers l'île, ne lui donnant aucune chance de s'échapper avec le bateau. Soudain, il a l'idée de voler et il construit un cerf-volant pour survoler le tourbillon. Le plan fonctionne si bien jusqu'à ce qu'une tornade apparaisse comme votre ex et le rejette sur l'île. Au même moment, les filles ont entendu le cri d'Akuto et elles sont toutes venues se précipiter vers lui. Rin construit alors une catapulte pour essayer de faire sortir Akuto de l'île, mais même cela échoue spectaculairement. L'un des oiseaux de Yukino a révélé plus tard qu'Akuto ne peut même pas quitter l'île par les airs car il y a un courant mortel qui les retient. Machi dit alors à Akuto qu'elle peut expulser son âme de son corps afin qu'il puisse rencontrer sa sœur, mais en retour, il doit l'épouser. Machi est sur le point de le faire quand Ayane le gâche et comme prévu, Machi lui dit qu'elle est finie. Plus tard, Chikagi demande de l'aide au génie et parce qu'Akuto ne croit pas à la magie, il n'arrêtait pas de tout gâcher. Tuli n'avait plus de vœux. Suzu révèle plus tard le désir le plus profond de son cœur de ne pas vouloir qu'Akuto parte. Après avoir dit cela, elle s'enfuit et Akuto la poursuit. Akuto rencontre grand-mère et il lui explique. Grand-mère trouve alors Suzu à la plage, lui disant qu'il y a un moyen pour Akuto de quitter l'île, mais une fois parti, il pourrait ne plus jamais revenir. Le cœur brisé, Suzu rentre chez elle pour dire à Akuto qu'il y a un moyen de quitter l'île, et elle est prête à le lui dire, même si elle ne le reverra peut-être plus. Grand-mère les rejoint, révélant qu'une tempête arrive et Akuto peut utiliser la tempête pour quitter l'île de la même manière qu'il est venu. Cependant, grand-mère dit que ce processus est mortel et elle ne permettrait à Akuto de partir qu'après qu'il ait prié le seigneur dragon de la mer. Pendant ce temps, les filles se préparent à arrêter tout plan qu'Akuto a pour quitter l'île. Le lendemain matin, grand-mère informe Akuto que pour ouvrir le sanctuaire du seigneur dragon de la mer, il doit obtenir une clé et cette clé est sur le mont Fuji. Akuto et Suzu commencent à se diriger vers la montagne, mais Chikagi, Rin et Yukino suivent derrière pour s'assurer qu'elles empêchent Akuto d'atteindre la montagne. Elles réussissent à attirer Suzu dans un labyrinthe compliqué que Chikagi a conçu et Rin a construit. Cependant, Rin avait inséré des guides directionnels à l'intérieur du labyrinthe, annulant finalement le but d'un labyrinthe. Suzu et Akuto réussissent à atteindre la sortie, mais pour les arrêter, Chikagi libère un gros rocher pour les poursuivre. Juste au moment où ils sont sur le point d'être écrasés, le Seigneur du Nord apparaît et les sauve en repoussant le rocher d'un coup de poing. Cependant, son aide se transforme vite en problème quand il révèle qu'il n'a aucune intention de les laisser passer. Apparemment, le véritable but des 4 seigneurs de territoire est de s'assurer que personne n'ait accès au Seigneur Dragon de la mer. Heureusement, Meimi et Tono apparaissent pour distraire le Seigneur du Nord. Les deux le battent, donnant à Akuto et Suzu la chance de partir. Après cela, il rencontre le Seigneur de l'Est, qui a déjà été soudoyé par Chikagi pour s'assurer qu'il ne passe pas. Le Seigneur de l'Est vient après Akuto, balançant ses griffes sur lui, prêt à lui arracher la tête. Juste au moment où Akuto est sur le point de perdre la vie, Shinobu apparaît pour affronter le panda. Avec l'aide de Shinobu, ils réussissent à passer le panda, mais ils rencontrent le maître de Suzu peu de temps après. Suzu intervient pour affronter son maître, mais il les confond en libérant des clones de lui-même. Il leur dit que la seule façon de passer est d'attraper le vrai. Grâce à son ingéniosité, Akuto parvient à identifier le vrai parmi les nombreux en utilisant un petit détail de sa queue. Cependant, le maître de Suzu leur dit de ne pas encore célébrer car le dernier adversaire, le Seigneur de l'Ouest, est le plus fort de tous. Peu de temps après, ils arrivent au sanctuaire situé au-dessus de la montagne. Akuto attrape la clé mais soudain elle disparaît de sa main. Il s'avère que le poulet bavard, leur voisin Karage, est le Seigneur de l'Ouest. Le cerveau d'Akuto se fiche presque quand il réalise que Karage est le plus fort. Et il n'a aucune intention de remettre la clé. Le combat entre les deux commence et Karage prend le dessus, mais Akuto perd son sang-froid quand il entend le mot impossible venant de Karage. Leur combat continue et juste au moment où Karage est sur le point de l'achever, Suzu saute pour prendre le coup. Le sacrifice de Suzu s'avère être un catalyseur pour qu'Akuto devienne vraiment sérieux. Akuto réussit à vaincre Karage et il lui réclame la clé. Peu après, Akuto et Suzu arrivent sur l'île du Dragon de la Mer et ils trouvent le temple, mais à leur insu, Ayane les suit. Les deux ouvrent la porte du sanctuaire et descendent les escaliers pour atteindre l'eau en contrebas. Pendant qu'ils sont occupés à prier, Ayane s'est faufilée pour obtenir le vœu pour elle-même, mais elle finit par tirer sur les moustaches du dragon, rendant finalement le dragon fou. Toute la structure commence à trembler, forçant le trio à s'enfuir. L'entrée du sanctuaire est bloquée et Ayane est désignée comme la coupable après qu'ils aient vu la moustache du dragon avec elle.
Même sans la protection du seigneur dragon de la mer, Akuto pousse son bateau en mer, prêt à partir et à sauver sa sœur. Grand-mère apparaît pour demander à Suzu si elle veut vraiment qu'Akuto parte, et cela fait ressortir ses vrais sentiments. Elle chevauche le dauphin pour rattraper Akuto et lui dire qu'elle ne veut pas qu'il parte, lui confessant finalement son amour. Juste au moment où ils sont sur le point de se connecter, le tourbillon engloutit son bateau et renvoie Suzu sur l'île. Elle se réveille avec grand-mère, lui disant que le seigneur dragon de la mer est en colère. Cependant, Suzu s'en fiche et elle dit au dauphin de l'emmener au seigneur dragon de la mer. Le dauphin la rapproche jusqu'à ce qu'elle puisse plonger dans l'eau pour atteindre la demeure du seigneur dragon de la mer. Elle prie le dragon de la mer de protéger Akuto, mais juste au moment où elle est sur le point de se noyer, Rin apparaît pour la sauver. Après avoir sauvé Suzu, Ayane plonge de nouveau dans l'eau pour rattacher la moustache du dragon, ce qui calme sa colère. Akuto retourne à la surface et tout le monde prie pour sa sécurité. Pendant ce temps, Akuto est sur le point de se noyer, mais la magie de Machi le réveille. Akuto nage vers la surface pour se retrouver devant un bateau rempli d'hommes. La voix de sa sœur résonne du bateau et elle révèle qu'après le naufrage de son navire, elle s'est échouée sur l'île qui n'est habitée que par des hommes. Elle admet qu'elle s'est amusée sur l'île qui porte le même nom, Ayurentu. Misaki veut qu'Akuto reste, mais Akuto dit qu'il doit retourner auprès de son amante. Les hommes lui fournissent alors un bateau et Akuto commence à ramer vers l'île pour s'assurer de retrouver son amante quoi qu'il arrive. Il finit par être englouti par le tourbillon et le lendemain matin, il s'échoue sur le rivage. Suzu le trouve et le serre immédiatement dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Pendant que les deux partagent leur moment romantique, grand-mère déclare un autre tournoi de cache-cache pour réclamer le marié. Tout comme au début, Akuto se retrouve à courir comme un guépard, tandis que les filles affamées de saucisses essaient de faire de lui leur mari. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que vous trouverez votre propre Akuto ou Suzu. Si vous aimez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de rester connecté à la chaîne.